Alors l'embryon, donc, il est entouré de sa membrane pellucide qui n'est pas étanche, mais qui permet des échanges, mais ceci dit, qui est quand même quelque chose qui l'isole de l'extérieur. Et dès ce stade, on s'aperçoit dans cette fécondation qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère, ce qui, à l'heure actuelle, comme on en a un peu parlé, on peut se poser parfois des questions. Il y a 80 gènes dans l'espèce humaine qui font l'objet d'une empreinte parentale, d'un imprinting, et dont l'absence de cette empreinte parentale fait qu'il y a une maladie grave. Et par exemple, on a une maladie qui est très connue, qui lorsqu'il y a 2 fois le gène maternel et pas de gène paternel, 2 fois l'expression du gène maternel, ça donne un syndrome de Prader-Willi, qui est une maladie qui entraîne un déficit mental très sévère, une hyperphagie, des caractéristiques d'une hypotonie très importante. Et puis lorsque sur ce même gène, il y a une dysomie parentale d'origine paternelle, eh bien on a un syndrome d'Angelman, qui, à l'aspect des enfants, est complètement différent et qui a une symptomatologie complètement différente, alors que l'anomalie porte sur le même gène. Donc, avoir un père et une mère est extrêmement important et il n'est pas possible d'imaginer qu'on puisse avoir un jour des humains avec, par exemple, des ovocytes que l'on féconderait par le noyau d'un autre ovocyte. Ça ne marche pas. Alors, au début du développement, on a un développement, je vais revenir un petit peu plus loin, vous le connaissez, bon, ça se multiplie en 2, 4, 8, etc. Ça devient ce qu'on appelle une morula. Et dans la morula, il y a quelque chose qui est amusant, c'est que déjà, il y a des choses qui laissent présager peut-être des choses futures. C'est que en périphérie de la morula, les gènes qui s'expriment le plus, les cellules qu'il y a vont former le placenta, donc ce qui va permettre à l'enfant d'être nourri, ainsi de suite. Et l'expression des gènes sont des gènes d'origine paternelle, alors que l'embryon proprement dit qui est au centre, eh bien c'est plus des gènes d'origine maternelle qui s'expriment, et ça sera un petit peu le rôle finalement du père et de la mère toute la vie. Alors le développement embryonnaire qu'on m'a demandé de traiter, eh bien voilà, donc on a un zygote qui passe à 2, 4, 8 cellules, etc. Et le développement donc de l'embryon qui va de J0, la fécondation, jusqu'à 2 mois, puisque après ça devient un fœtus. L'embryon, en fait, ce qu'on appelle embryon et fœtus, c'est bien entendu une continuité. Simplement, l'embryon, c'est toute l'organisation, l'architecture, si vous voulez, qui se met en place. Et le fœtus, c'est finalement, le fœtus, c'est un tout petit homme qui grossit, et puis ses organes prennent leur fonction au fur et à mesure. Au tout début, l'embryon est donc fait 150 microns, il est tout petit, et il va faire 150 microns pendant plusieurs jours parce qu'il ne va pas beaucoup s'alimenter, il ne va même pas du tout s'alimenter, il va avoir des échanges hormonaux, des échanges hydriques, etc. avec l'environnement, mais il va quand même pas pouvoir avoir suffisamment d'alimentation pour grossir. Donc en fait, les cellules vont se diviser, lui restant de la même taille, jusqu'à l'anidation. Et donc on arrive progressivement à l'anidation, et c'est à ce moment-là seulement que l'embryon va commencer à grossir. Alors dès 16 jours, on a du sang primitif, des vaisseaux sanguins. Dès 22 jours, on a un système nerveux qui est en partie fermé et un cœur qui bat. Et c'est quand même, alors ça paraît rapide, 22 jours, c'est vrai, pour organiser tout ça, pour déjà avoir un cœur qui bat, c'est quand même une fabrication très rapide. Mais en fait, chez l'homme, on est fabriqué très lentement. À 22 jours, un petit poussin, ça court déjà dans la basse-cour, puisque un œuf, l'éclosion est au bout de 21 jours. Donc vous vous rendez compte que ce sont des phénomènes d'une rapidité extraordinaire. Voilà, il fait 4 mm à 28 jours, 10 mm, 1 cm à 40 jours, et à 60 jours, quand il passe au stade fœtal, il fait 30 mm. Alors, l'embryon, c'est un être vivant. Quand je dis c'est un être vivant, c'est un organisme vivant. D'emblée, il est singulier, il est unique, il a toute sa puissance d'exister, et il contient tout dans son ADN pour son propre développement, pour son organisation, comme je vous le disais, 2 bras, 2 jambes, etc. Son fonctionnement, toutes les hormones, tout ça, c'est lui qui va s'occuper de faire fonctionner tout ça. Et c'est lui-même qui décide en large partie du moment de sa naissance et d'une partie de son environnement. Et quand une femme enceinte a un problème, par exemple un cancer de l'ovaire qu'on est obligé d'opérer pendant la grossesse, et bien passé 3-4 mois de grossesse, on peut retirer les ovaires d'une femme, le placenta va assurer l'environnement hormonal de la grossesse. Donc vous vous rendez compte qu'une grossesse c'est quelque chose qui a une très forte indépendance par rapport à l'organisme maternel, même si c'est profondément lié, évidemment, c'est quelque chose qui a une autonomie forte.
Il a bien sûr besoin de conditions, comme nous, comme tout le monde, il a besoin de conditions de température, de tout ce que l'on veut, de biochimie, et on s'en est bien rendu compte pour nous au moment de la canicule que très tout de suite, dès que les conditions atmosphériques changeaient, eh bien tout le monde, ça n'allait plus du tout. Eh bien lui, il a des conditions plus précises, mais par contre, il a son indépendance. Et contrairement à ce qu'on dit, dès le début, ce n'est pas un simple amas de cellules, c'est un organisme dès le début. Et là, on en a des preuves scientifiques indiscutables. Il me reste quelques minutes. On en a des preuves scientifiques indiscutables. Certains sont amusés à faire des chimères entre les chèvres et moutons. Alors, vous prenez une morue à 8 cellules, par exemple, de chèvre, une morue de mouton, vous dissociez les cellules, et puis, vous rassemblez les 16 cellules, donc 8 cellules chèvre, 8 cellules mouton, en une seule grosse morula, et ça va donner un produit. Vous pouvez trouver sur Internet ces choses-là, ça va donner un produit chèvre-mouton, un hybride. Eh bien, ce qu'il y a de très amusant dans ce processus, c'est qu'on a donc cette grosse morula à 16 cellules, et bien avant de redémarrer le développement, cette morula va réduire à 8-10 cellules, et puis ensuite le développement va démarrer. Donc il va y avoir un arrêt pour une réarchitecture de ces cellules. Ce qui veut dire que dès ce stade 8 cellules, il y a déjà une organisation très forte, puisque les cellules entre elles sont capables de se donner des signaux, en disant attention, là on est deux à faire le même boulot, ça va pas, il faut que l'une de nous deux disparaisse. Donc c'est quand même assez extraordinaire de voir la précision, et suffisamment précis pour pouvoir donner un être vivant à la sortie, adulte et tout et tout. Donc c'est quand même extraordinaire dès ce stade de 8 cellules. Mais en fait, on a déjà des preuves que c'est un organisme avant. On en a la preuve, par exemple, avec la division du zygote, qui devient 2 cellules, 3 cellules, puis 4 cellules, c'est pas tout à fait synchrone, il y a un temps un petit peu bref de 3 cellules. Eh bien, si à ce stade, 3 cellules, il y a un problème, si à ce stade 3 cellules, la grosse cellule ne se divise pas pour une raison quelconque, eh bien, l'ensemble du processus s'arrête, l'embryon meurt. Les cellules seraient toutes équivalentes, la grosse cellule mourrait, les petites cellules continueraient à se multiplier. Ce qui veut dire qu'il y a un signal entre ces cellules pour dire on a un gros problème de processus de développement, on est obligé d'arrêter l'ensemble. Donc ensuite ça se développe, et là c'est une petite animation qui vous montre le stade 3 cellules que l'on voit très bien sur cette animation. Donc là on est à 2 cellules, puis on passe à 3 cellules, et enfin le stade 4 cellules, mais il y a ce petit moment de 3 cellules qui existe, qui est assez bref. L'embryon est un humain, et ça, on ne peut pas lui retirer, il a un code génétique humain, on ne peut pas lui retirer qu'il soit humain, il n'a pas d'autre alternative. Un embryon humain, il peut devenir qu'un homme, il ne peut pas devenir un éléphant. C'est des évidences, mais à force d'entendre parler d'un certain nombre de choses, de pré-embryons, de trucs et de machins, on ne sait plus trop où est la vérité toute simple, la vérité biologique. Et donc voilà. C'est donc c'est biologiquement un être humain. Il n'y a pas d'échappatoire, ça c'est de la biologie. Il n'y a aucun scientifique qui a jamais osé publier que l'embryon à 8 cellules, à une cellule, que le zygote n'était pas un être humain. Ils le disent quand ils parlent à la radio ou à la télévision, pour certains, de façon à pouvoir faire des transgressions, mais ils ne l'écrivent jamais, aucune revue scientifique n'accepterait de prendre ça dans ses lignes. Donc dès la fécondation, tout est joué, et il y a une continuité totale, dès cet instant, jusqu'à la mort. Alors, il y a la discussion, c'est une personne, ça va peut-être être une partie de la discussion d'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que réaffirme Dignitas Personae, c'est comment pourrait-on être un être humain sans être une personne. Je pense que la dissociation est totalement artificielle, et qu'il faut un intellectualisme très poussé pour arriver à la faire. Et en fait, tout le monde sait que c'est une personne. Quand on parle de bébé éprouvette, un bébé éprouvette, ça reste in vitro pendant 3 jours avant d'être réimplanté dans l'utérus maternel. Donc pendant ces 3 jours, on parle de bébé éprouvette. Donc si on dit un bébé, c'est bien qu'on le considère comme une personne. Je vous parle de la lettre, je vais vous la montrer après. Et puis quand on parle des lois de bioéthique, quand il s'est agi de faire des greffes de reins, de peau, même des greffes cardiaques, les premières greffes cardiaques, on n'avait pas de loi de bioéthique. Bien sûr, il fallait être vigilant sur les critères de mort, etc. Mais on n'avait pas besoin de la bioéthique. Les lois de bioéthique, elles sont apparues quand on a voulu faire de la transgression sur l'embryon. C'est ça qui a déclenché toute la réflexion. Si c'était tellement évident que l'embryon n'était pas un homme, pourquoi
Pourquoi se casser les pieds à légiférer? On ne légifère pas sur des choses. Donc le fait même qu'on discute de loi de bioéthique montre qu'il y a un problème et que dans toutes les consciences de tout le monde et de tous les législateurs, il y a un problème.